Safia, Oui. comment tu vas? Très bien, alhamdoulilah. Et toi? Alhamdoulilah. Quand je pose cette question, souvent en début de podcast, on me répond une réponse vague, comme si j'allais vous laisser vous échapper avec ce oui, alhamdoulilah, ça va. Est-ce que ça m'étonne? Non, normalement, tu me connais bien. Ouais, je te donc connais tu sais très que quand je pose des questions, normalement, il n'y a rien d'anodin. Encore plus quand il y a 3 caméras sur nous. Ouais. Donc, est-ce que tu peux prendre 1 minute pour te demander vraiment comment tu te sens? Alors, sincèrement, ça va très très bien. Alhamdoulilah. Vraiment, dans l'ensemble, je me sens bien. Je sais que je ressors d'un renouveau, d'une ascension, donc c'est vrai que je me sens très très bien, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Bah, t'en parles directement, c'est vrai que tu rentres de l'Everest. Allahumma barik. Camp de base. Camp de Ouais. base de l'Everest. Est-ce que tu peux me dire un petit peu qu'est-ce qui t'a manqué quand tu étais là-haut? Sincèrement, j'ai pas ressenti de manque en haut. Au contraire, vraiment, c'était... Mais je me suis abandonnée, en fait, à la nature, à ce que je vivais, en fait, dans l'instant présent. Donc, au contraire, je me suis beaucoup plus reconnectée. Et puis, je pense que clairement, vu le froid, la difficulté et la hagra qu'on a eue, je peux te dire qu'on n'avait pas forcément le temps de penser à ce qui nous manquait, entre guillemets, en termes de confort. Mais bon, si vraiment on devait dire qu'est-ce qui a manqué, je dirais l'oxygène, enfin, les choses de base. L'eau froide, Voilà. l'eau chaude. L'eau chaude, Ouais. voilà, c'est ça, ne serait-ce que pour les ablutions, tout ça. Mais ouais, non, au contraire, c'était une reconnexion, c'était merveilleux. T'as dit reconnexion. Pourquoi est-ce que tu avais besoin de te reconnecter? Je pense que dans la vie qu'on mène, et puis qui que ce soit, hein, pour toute personne, en fait, on est tellement sollicité par de nombreuses personnes, on croise aussi, on côtoie beaucoup de personnes, et je pense que tu peux très rapidement justement te perdre dans cette dunya, dans l'énergie aussi que tu donnes dans ta vie, dans ton quotidien, etc. Et je pense que c'est nécessaire pour toute personne de prendre aussi un temps pour se reconnecter et vraiment se déconnecter, se détacher en fait de tout ce qu'il y a de mondain et s'isoler en fait un petit peu à l'image du prophète alayhi salatu wassalam, qui s'isolait dans sa grotte, tu vois. Donc ouais, je pense que c'est nécessaire à l'humain d'avoir ces temps de retour à soi et d'introspection. Ces temps de retour à soi et d'introspection, en effet, ils sont hyper importants. Et du coup, toi, la façon dont tu connectes aujourd'hui, c'est à travers la nature. Est-ce que tu as d'autres façons de te reconnecter? Alors, c'est vrai que la principale manière avec laquelle je me reconnecte, ouais, ça va être la nature. Et en fait, tout dépend le besoin. Mais je dirais que si c'est se reconnecter spirituellement, ouais, la nature m'aide beaucoup. Je dirais que quand t'es en montagne, en fait, t'as pas le choix que de te couper du monde. Donc, en vrai, tu te mets dans une situation où tu peux te retrouver qu'avec toi-même, tu vois. C'est vrai qu'en prière, le goal ultime, c'est vraiment de réussir à se couper de tout et de se reconnecter à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est vrai que c'est pas tout le temps évident de faire en sorte que la machine, quand tu mets stop, tu vois, elle arrête de tourner. C'est pas forcément évident. Mais c'est vrai qu'en montagne, t'as pas le choix. T'arrives à faire stop. Ouais, c'est ça. Subhanallah. Est-ce que tu peux me dire, ça c'est une question que je t'ai jamais posée, c'est quand la première fois en fait que tu as eu cette connexion à la montagne et tu t'es dit, dans la nature et tu t'es dit en fait c'est ça, j'aime trop. C'est quoi ta première expérience? Quand j'ai arrêté la montagne. Ok. C'est-à-dire qu'il y a eu une période de ma vie où happée par la vie, et puis voilà, je m'étais mariée, tout ça et tout, donc du coup c'est vrai que je m'étais pas retrouvée dans la montagne, etc. Tu tombes enceinte, t'as ton bébé, etc. Et c'est que au bout de, je crois, 3 ans après, que là je suis retournée à la montagne. Tu sais, genre quand tu coupes quelque chose qui te connecte en fait, et que d'un coup en fait tu retournes à ça, tu te dis mais comment j'ai fait pour m'éloigner aussi longtemps, tu vois. Donc ouais, je dirais la première fois où je suis retournée à la montagne, ça a été très très intense. Et puis mon premier bivouac aussi. Je sortais d'une lourde épreuve et
Et j'avais vu une annonce sur Instagram d'une sœur qui proposait un bivouac. Pour ceux qui savent pas, un bivouac, c'est quand tu vas dans la nature et que tu poses ta tente et que tu te retrouves du coup au cœur de la nature. Et cette fois-là, je me suis dit, il faut que j'y aille, j'en ai besoin, je vais y aller. Et c'est là où vraiment... Donc l'amour que j'avais pour les randonnées, c'est incroyable, mais là, ce que j'ai ressenti quand tu poses ta tente et que tu dors, là, vraiment, t'es livré à Allah encore plus, tu vois. C'est que t'entends tout, tu vois, t'entends la nature. Quand tu ouvres ta tente, tu vois le ciel étoilé, enfin, toutes ces choses-là, tu te dis, mais je suis rien, je suis personne. Et t'es en haut d'une montagne, tu vois. Tu te dis, mais toutes mes épreuves, c'est rien comparé à ce que je suis en train de vivre actuellement. Donc, voilà. Subhanallah. Est-ce que tu peux, en quelques mots, te présenter ? Alors, je suis Safia Boussouf, je suis la fondatrice de Douceur et Lumière Compagnie, donc une entreprise qui a pour but de transmettre l'amour d'Allah et l'évocation d'Allah au quotidien pour les enfants. Je suis maman de 2 enfants, donc une petite fille de 9 ans et un petit garçon de 5 ans. Je pense que c'est tout. C'est tes 2 casquettes qui te représentent le mieux aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Et aussi montagnarde. Ah ouais. Grande sportive. Ouais. Qui se reconnecte au sport. Ouais. Artiste à ses heures perdues. Influenceuse à ses heures perdues aussi. Ouais. Le truc que je dis souvent, c'est dans notre groupe de copines, pour moi, Safia, c'est l'influenceuse par excellence. C'est tellement naturel. En fait, elle a le partage en elle. Prendre son téléphone, filmer ce qu'elle fait, ou alors la beauté, les petits moments doux de sa journée. Mmh. Elle a une façon de capturer et elle aime vraiment sincèrement connecter avec d'autres femmes, donc partager, etc. Et ça, c'est quelque chose vraiment que j'admire chez toi, parce que j'aime aussi partager sur les réseaux sociaux, mais il y a des moments où j'ai envie de couper, de me recroqueviller, etc. Alors que toi, je ressens pas que tu aies forcément ce besoin-là. Non, ouais. C'est vrai que ma manière de partager, je suis une extravertie, donc c'est vrai que j'ai, pour moi, profiter d'un bonheur ou d'une chose, je ressens automatiquement en fait le besoin et l'envie en fait de partager en fait avec les gens qui sont autour de moi, les personnes que j'aime, que j'apprécie, etc. Et c'est vrai que j'ai cette facilité à connecter avec les réseaux sociaux, avec les personnes qui me suivent sur Instagram, mais c'est parce que vraiment toutes ces personnes-là, je les aime profondément, comme elles me suivent et en fait. Ces personnes, subhanallah, ça fait des années que je suis sur les réseaux sociaux et je vois en fait en chacun des commentaires, des partages, des réponses, etc. Des personnes avec qui j'ai déjà discuté ou autre, et je sais, quelle que soit en fait la situation que j'ai pu traverser, ce que j'ai pu partager, etc. Il y a toujours eu ces échanges, etc. Et je trouve ça tellement beau de se dire que voilà, si je partage quelque chose, j'aime le mettre sur les réseaux sociaux et converser avec mes sœurs, mes copines. Subhanallah. Ouais. Comment est-ce que tu as découvert les réseaux sociaux ? Bonne question. Ouais, non. J'étais déjà sur Facebook à l'époque. À l'époque ancienne. Ah bon ? Ouais, j'étais déjà sur Facebook quand j'étais ado. Et c'est vrai que même à cette époque-là, ça va être un petit partage que personne ne sait, mais c'est vrai que même à cette époque-là, dis-toi que je partageais déjà avec une petite communauté, etc. Et dis-toi que je faisais des sessions. Qu'est-ce qu'elle va nous sortir ? Je faisais des sessions sur Skype, MSN ou Skype, bref, c'était l'époque de ça. Et je montrais aux sœurs, donc on était toutes des ados, comment mettre le hijab. Oh ouais. Je faisais des petites sessions donc de hijab style, entre guillemets. Vraiment un délire d'ado, quoi. Et je faisais ça sur Skype pour être sûre que ce soit vraiment des filles, des sœurs, etc. Et plein de sœurs, en fait, des jeunes qui voulaient mettre le hijab, etc. Je faisais des sessions. Alors aujourd'hui, on va essayer de mettre le hijab de cette manière, on va essayer de faire ceci, cela. Et franchement, quand je regarde mes photos d'adolescentes avec le hijab, c'est vraiment très marrant. Les associations de couleurs. Mais c'est vrai qu'en fait, même à cette époque-là, je partageais beaucoup sur Facebook. Et puis après, je suis partie sur Insta. Quand est-ce que je suis partie sur Insta ? C'est parce que je m'étais lancée dans l'entrepreneuriat et je faisais des gâteaux avant. Ouais, subhanallah. Je m'étais lancée dans la pâtisserie en autodidacte.
Et je faisais des layer cakes, des cookies, des cupcakes, tout ça. C'est comme ça que je suis rentrée dans les réseaux. Sur Insta. C'est incroyable. Ah, ça, je te chambrerai en off pour la partie Skype. J'imagine des trucs, mais bon. Ah non, mais vraiment, c'était on va les fouiller dans les archives là pour aller regarder. Je sais pas si j'en ai des archives, mais je pense que oui. Ma sœur, elle doit en avoir. Subhanallah. Et du coup, tu me parles d'entrepreneuriat, de ta première expérience qui était du coup dans le fait de connecter avec une chose que tu as toujours aimée. Ouais. Donc le sucre. Aussi, ouais. Les sucreries. Enfin, je pense que c'est une autre façon de partager. Tu t'aimes faire en sorte que les personnes que tu aimes se retrouvent autour de quelque chose que tu as fait de tes mains. Complètement. Ça, je sais que c'est quelque chose qui m'inspirait beaucoup quand tu partageais tes cookies et tes cupcakes et tes petits repas et quand tu pâtissais avec tes enfants. Ouais. Je trouvais que c'était hyper intéressant, hyper impressionnant. Et du coup, parle-nous un petit peu de ce chemin entrepreneurial, comment tu as débuté. Tu nous as dit du coup un petit aperçu en faisant des gâteaux. On t'écoute. Bah écoute, j'ai commencé en vrai, je touche à tout et j'aime découvrir tout ça. Et c'est vrai que au début, je faisais des gâteaux à la maison, pour la famille. Et puis après, il y avait une fête, il y avait les rides, etc. Et j'ai commencé à en faire de plus en plus. Et je me suis passionnée dans... Bon, je faisais ça quand j'étais jeune aussi. Je faisais beaucoup de gâteaux. Mon père était ravi. mais c'est vrai que quand je me suis lancée sur les réseaux, c'était des copines qui m'avaient conseillé, qui m'avaient dit, voilà, s'il te plaît, vends-nous tes layer cakes, tout ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé à créer mon compte Instagram. Je suis rentrée dedans et je faisais mes gâteaux et c'était un bonheur. C'était vraiment un bonheur. Ça me fait penser à quelque chose souvent. Il y a beaucoup de personnes qui nous disent « je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas quoi faire ». Et finalement, nombreuses, quand on débute l'entrepreneuriat, c'est peut-être pas ce qui nous a fait en vivre, mais par contre, c'est une compétence où une de nos amies, notre famille ou quoi, nous disait « mais t'es bonne dans ça, je te verrais bien dans ça, tu m'apportes dans ça ». Et en fait, se poser la question de « ok, vers quoi les gens viennent, pourquoi les gens viennent vers moi ? Qu'est-ce qu'on me demande au quotidien ? Quelle aide ? Qu'est-ce qui est naturel pour moi ?» Et souvent, c'est là que tu tiens une branche assez solide. Et du coup, quand tu partageais ça, ça m'a fait penser à ça. Mais du coup, comment est-ce que tu es passé des gâteaux à ton autre activité ? Ok. Écoute, je me suis éclatée à faire des gâteaux, à partager, donc à les vendre, etc. Et c'est vrai que, déjà, la première problématique que j'ai vue, c'était la rentabilité. Donc, je faisais des gâteaux et ça me faisait plaisir de les vendre, etc. Mais voilà, en termes de rentabilité, le temps, l'électricité, tout ça, c'était pas... la gestion, en fait, elle n'était pas ouf. Mais j'avais décidé de faire une pause de ça. Et c'était pendant le Ramadan. J'ai une deuxième passion, c'est le Coran aussi, une principale passion. Et c'est vrai que j'étais tout le temps, en fait, j'avais un protège Coran que j'aimais énormément, que j'avais gardé depuis l'époque de Château-Chinon. Et je l'aimais d'amour. Et à chaque fois que, mon Coran était toujours posé sur la table du salon, et à chaque fois que je le regardais, en fait, j'avais un sentiment d'amour, tu vois, pour ce Mus'haf. Et tu sais, l'histoire que j'avais aussi, tu vois, avec ce protège Coran qu'on me l'avait offert, etc., etc. Et c'est naturellement que j'ai voulu, du coup, en refaire d'autres. Et en faisant ça, je me suis dit, ok, je vais apprendre à coudre et je vais faire des protèges Coran. Et je veux que les gens, en fait, ils reconnectent aussi au Coran, mais à travers ça, en fait, ne serait-ce qu'un regard d'amour que tu as pour ton Mus'haf, pour ton Coran, et que tu as envie de le chérir, d'en prendre soin, de ne pas l'abîmer quand tu tournes les pages, etc. Et j'ai appris la couture, j'ai montré à ma formatrice, etc. Je lui ai dit, je veux faire ça. Et donc, elle m'a montré, elle m'a appris, etc. Au début, j'avais pas du tout les moyens. Franchement, c'était la hasse. Donc, j'avais pas du tout les moyens d'acheter du tissu, ce genre de choses, etc. Mais sache que j'ai pris mon rideau de ma chambre, j'ai fait un trou, j'ai coupé la dimension du Mus'haf, et c'est comme ça que j'ai fait mon premier Mus'haf. C'était le dessous de la couverture, c'était un drap que j'ai découpé, et le par-dessus, c'était parce que c'était suffisamment épais, tu sais, pour que ça puisse être le par-dessus du Mus'haf. Et j'ai fait ça, et après j'ai cassé une de mes boucles d'oreilles, un beau pendentif, et je l'ai posé. J'avais pris un ruban d'une robe de ma fille. Tu sais que je crois que là j'ai l'image
de ce protège-Coran. Ouais, c'est possible. Je crois que je l'ai en tête. C'est possible, ouais. C'est possible. Et du coup, c'est comme ça que j'ai fait mon premier protège-Coran. Et ensuite, j'ai eu la vision, j'ai commencé à les dessiner, etc. Et puis de 1, de 2, de 3, j'ai mis de l'argent de côté, je suis partie m'acheter mes propres tissus. Et je me suis lancée donc dans les protèges Coran qui étaient Coran Avenue. Ouais, Coran Avenue. Jusqu'à aujourd'hui, sur mon téléphone, t'es Safia, Coran Avenue. Subhanallah. Je l'ai toujours pas changé, subhanallah, parce qu'on s'est connus à cette époque. Ouais. Moi, j'ai connu Coran Avenue du coup sur Instagram et j'en suis tombée amoureuse du haut de mes, je sais pas, j'avais 19-20 ans. Ouais, t'étais toute jeune. On était toutes jeunes. Ouais, t'étais quand même ma petite. Et du coup, je me disais, mais c'est trop beau, j'en veux un et tout, c'est magnifique. Et en plus, t'avais compris en fait que tu pouvais offrir une expérience personnalisée. Donc tu proposais aux filles de pouvoir personnaliser leur protège Coran pour vraiment qu'elles se l'approprient. Et tu vois, sans background en marketing et sans connaissance en vente, etc., tu avais déjà la volonté qu'il y ait une expérience client unique. Et pour moi, c'est ce qui t'a permis de te différencier. Et il y avait aussi la façon dont tu prenais tes photos. Tu as toujours eu l'œil. Donc voilà, pas de moyens, pas le dernier téléphone, pas le dernier appareil photo. Et pourtant, ton compte Instagram, il se différenciait, il donnait envie. Et j'ai toujours été hyper sensible à l'esthétisme des comptes Instagram, au-delà de ça, des publicités et de la façon dont on présente des produits. Et j'avais directement été, subhanallah, attirée. Donc j'ai eu mon premier protège Coran qui est toujours à mes côtés. Oui. Jusqu'à aujourd'hui, subhanallah. Et du coup, là, ça me replonge un petit peu dans la façon dont on s'est rencontrés. Ouais. Et je vais te laisser raconter un petit peu ta vision. Et puis, je comblerai si j'estime qu'il manque des petites choses. Ok. Comment est-ce qu'on s'est rencontrés ? Franchement, c'est vrai que c'était trop mignon. Parce que j'ai une jeune sœur que je connaissais pas du tout, qui m'écrit sur Instagram et qui me demande du coup... des renseignements par rapport au protège Coran. Tu avais eu un coup de cœur pour un des modèles. Tu en avais pris une pour une de tes amies aussi. Ouais, Mahira. Ouais, tu l'avais offert. Et donc Mahira qui était devenue mon élève aussi du Coran. Et ensuite, on avait connecté à travers ça. On avait beaucoup parlé sur les réseaux sociaux, sur Instagram, etc. Et subhanallah, il se trouvait que tu vivais aussi, que tu avais vécu aussi dans la même ville que moi. Et un jour, tu étais de passage. Et on s'est dit, si on se rencontrait. Et subhanallah, c'est là où vraiment il y a eu l'étincelle, subhanallah. L'étincelle, ouais. Je me souviens, on s'était vus du coup. Et on avait papoté, on avait discuté. Et je me souviens que toi, tu me disais que tu avais pour projet, ou c'était encore un rêve, entre guillemets, tu vois, de pouvoir proposer de la modest fashion pour les sœurs, mais autrement. Et ça, j'en souviens, c'était vraiment un rêve, genre en mode... c'est ma vision, quoi. Je rêve de ça, tout ça et tout. Et puis après, depuis, on ne s'est plus jamais lâché. En fait, il y a eu vraiment une connexion à ce moment-là. Et puis ensuite, tu es repartie dans ta ville, je suis restée dans la mienne. Et ensuite, j'ai pu voir ton ascension petit à petit d'infirmière à grande entrepreneuse, machallah. Je me souviens que quand on s'est connus, c'était il y a bien 8 ans. Ouais. Subhanallah, j'étais enceinte. T'avais ta grande qui avait, je crois, 3-4 ans. Ouais, c'est ça. Et du coup, je pense qu'on a connecté sur le fait, jeune maman avec des ambitions, qui, on rêvait grand, mais on ne savait pas vraiment comment est-ce qu'on allait pouvoir faire vivre ses rêves, en fait. C'est ça. Tout simplement, subhanallah. Et ouais, je me souviens qu'on s'était vus, que j'avais kiffé le moment. Et ça me rappelle en fait mon extraversion de mon début de vingtaine, où justement j'avais aucun souci à discuter avec des gens sur Instagram, connecter comme ça, et puis me dire j'aimerais te rencontrer, viens on se voit, etc. Je suis j'ai de la famille à Toulouse, je suis de passage. Donc on s'est vus. Et ouais, je me souviens, subhanallah, il y a énormément d'amitiés qui ont commencé comme ça pour ma part sur Instagram. Donc les réseaux, ça nous a quand même beaucoup servi. Et c'est vrai qu'au début, gros coup de cœur, mais 800 km qui nous séparent. Ouais.
où entretenir une relation à distance, c'est pas forcément facile. Et franchement, personnellement, je connecte pas comme ça. Ouais. Je suis quelqu'un. Pareil, de l'instant. Ouais, grave. On est très dans l'instant. Ouais. C'est si t'es là, loin des yeux, loin du cœur. Grave. On est radical de ce côté-là. Ouais, mais c'est vrai que, subhanallah, pourtant, c'était une connexion tellement forte qu'on savait qu'elle s'arrêterait pas là. Exactement. Ouais. Subhanallah. Donc, quand on se revoyait au fur et à mesure des années, on avait quand même c'est comme une amitié qui se perdait jamais, Ouais. tu vois. Donc je me souviens qu'il y a des moments où on se plaignait un petit peu, des moments de down ou de questionnement, etc. Je sais il me semble que il y a un moment dans l'entrepreneuriat où je m'étais lancée, tu avais des questions, que tu étais un petit peu venue, on était mutuellement le premier soutien de l'autre parce qu'on s'est vu débuter. Donc l'époque où on s'est rencontrés, moi j'avais ma mektaba aussi. Donc toi on était un petit peu sur la même montée. C'est ça. Donc, toi, les protèges Coran, moi, les livres, la mektaba pour femmes musulmanes, jeunes mariées, jeunes mamans. Et ouais, subhanallah, on a grandi un petit peu ensemble en parallèle. Et j'avais ce manque, en fait, de me dire, j'aimerais bien pouvoir vivre cette amitié parce que, on se l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui, mes amitiés, je connecte, on a remarqué vraiment quand il y a de la spiritualité. Et je pense que l'une des choses qui nous a vraiment fait connecter, c'était notre spiritualité. Moi, j'admirais ton amour du Coran, donc je l'enviais et je me disais, j'ai envie d'être autour de cette femme qui parle du Coran d'une façon qui me fait du bien. Il y a eu la période où tu as été ma prof de Coran aussi, subhanallah. Et ouais, donc pour toi, c'est quoi le moment qui a vraiment marqué un tournant dans notre amitié ? Tu penses que ça a été directement dans le début ou est-ce que tu penses qu'elle a évolué pour être aussi ancrée aujourd'hui ? Je nous revois sincèrement. J'ai l'impression, tu sais, c'est comme si on tâtonnait dans l'entrepreneuriat, mais aussi dans nos vies. Donc c'est vrai que le changement de jeune mère à maman de grands enfants, etc. J'ai vécu aussi ton déménagement, tu vois. Donc c'était et je te regardais vraiment avec beaucoup d'admiration. Je me dis mais waouh, elle a lâché son travail d'infirmière pour voilà, t'as tout plaqué pour partir justement vivre aux Émirats. Et je voyais aussi ta marque qui, de base, qui venait à peine d'être créée. Et puis après, je voyais les shootings que tu faisais, la qualité, etc. Tu sais que j'ai un œil très pointilleux sur les détails et la qualité des produits. Et franchement, j'étais vraiment en admiration de me dire, en fait, là, on était dans mon petit salon, en train de se dire, oui, j'ai espoir de pouvoir apporter ça, etc. Et je me souviens que moi, dans mon truc, je me disais, des vêtements de modestes... Ouais, il y en a déjà beaucoup, etc. J'ai hâte de voir ce que tu vas faire, tu vois, avec ton regard, avec ton œil, avec ton envie de faire, mais autrement. Et de voir, c'est ça en fait, on commentait les publications de l'autre, etc. Et c'était tout le temps comme ça en fait. C'est à travers ça aussi qu'on se soutenait beaucoup. Et puis voilà, nos appels de temps en temps, quand il y avait des moments de down, des difficultés ou des questions aussi, savoir comment va l'autre, etc. Et là où il y a eu le vrai tournant, je pense, c'est quand on a été proches. Vraiment proches, physiquement. Il n'y avait plus de relations à distance au téléphone. Tu penses que c'est quand on s'est vu à Dubaï ? C'est ça, quand on s'est vu à Dubaï. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand Dounia veut quelque chose, Dounia là, j'étais pas censée m'expatrier aux Émirats. Et subhanallah, elle m'a dit... tu vas rester. Parce qu'on s'était vus, on avait passé une super après-midi, subhanallah, on avait mangé, on s'était posé, on avait discuté, on avait fait un point sur nos vies, tout ça. Et pour moi, c'est vraiment Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a posé sur ma route et qui a dit, voilà, c'est par sa cause à elle que ta vie et ton entreprise vont prendre un très très gros tournant. Et je trouve ça incroyable en fait de me dire que, entre guillemets, la clé, elle était là depuis le début. Subhanallah. Elle m'a accompagnée, subhanallah. Et il y avait personne d'autre de mieux, entre guillemets, que toi, qu'Allah aurait pu placer sur ma route pour me donner confiance et pour apaiser mes craintes, entre guillemets. Parce que c'est vrai que ce que tu proposais, on pourrait dire, voilà, j'aurais pu le prendre de chez n'importe qui, mais j'avais pas conscience. Et tu sais, DLC, c'est mon bébé, c'est toute mon histoire, c'est toute ma vie. Et le fait de te le confier à toi ça s'est fait tellement naturellement, subhanallah, et de me dire que Dounia a voulu que je reste. Elle s'est dit, ma sœur va rester avec moi. Elle va suivre avec moi à mes côtés. Et c'est ce qui s'est passé, alhamdulillah. Avec de la volonté, on a demandé à Allah de nous faciliter. Et Allah a fait que tu serais la cause de ma hijra.
Et voilà. Je pense que là, la façon dont on l'a dit, on va dire, il n'y a pas de contexte, on voit pas trop, on est passé vraiment du coq à l'âne, coq à l'âne, etc. Mais il faut savoir que déjà, la première fois que j'avais rencontré Safia, je m'étais dit, mais mon rêve d'être sa voisine, elle va m'aider dans ma connexion avec le Coran. En plus, j'étais enceinte, je voyais comment elle éduquait sa fille. À l'époque, elle n'avait pas son petit garçon. Je me disais, mais j'aimerais trop être cette maman, en fait. J'avais la personnification de ce que j'aimerais être en tant que maman. Elle est lumineuse, elle est drôle, elle chante, elle est créative dans la façon dont elle crée l'amour du Coran et des invocations vraiment dans le quotidien des enfants, d'où son entreprise aujourd'hui. On est passé des gâteaux à Coran Avenue. Il faudra qu'on parle un petit peu de comment tu as lancé DLC. Mais c'est vraiment parti de... En fait, c'était naturel. Quand je repense au passé, où DLC n'existait pas, mais en fait, elle l'incarnait déjà. Et quand je vois aujourd'hui Nouhaila, ta grande, c'est un petit bout de femme exceptionnelle. Et je me dis, mais c'est génial. Elle se rend pas compte. Et ça, je ferai en sorte de lui rappeler. Tu te rends pas compte de la chance que tu as d'avoir grandi dans un foyer où tu avais cette maman qui avait l'amour d'Allah et l'évocation d'Allah dans le cœur. Parce que c'est trop bien. Aujourd'hui, elle récite d'une façon. Mais moi, je la regarde comme ça. J'aime trop l'entendre réciter. On en est déjà à l'étape des Ok. La montée, etc., je pense que c'est normal. Mais en tout cas, Allahumma barik, tu peux être fière de la maman que t'es. Et je suis fière de t'avoir dans mon entourage pour me donner l'exemplarité dans ma maternité. Mais oui, pour remettre un petit peu de contexte, c'est vrai que moi, j'avais toujours la volonté. Je me suis dit, il faut que je l'ai dans ma vie. Elle est trop exceptionnelle, cette femme. Et donc voilà, on a évolué un petit peu de manière parallèle dans nos entreprises. Puis il y a eu un moment donné où j'ai fait un vrai boom et où j'ai décidé de prendre le risque de m'expatrier. Donc 3 ans après cette expatriation, elle me dit oui, je vais être de passage aux Émirats, peut-être que je vais mettre mon entreprise ici, etc. Est-ce qu'on peut se voir? Avec grand plaisir. Et à ce moment-là, on s'était jamais vraiment... on n'avait jamais eu de période où vraiment on était dans les mêmes villes pendant longtemps, etc. C'était une relation finalement pendant 8 ans en parcimonie. À distance, oui. À distance ou de temps. En fait, elle a été profonde très vite. Et quand on s'est vu, tu m'as dit oui, je cherche quelqu'un qui pourrait éventuellement m'accompagner. Là, je sens que je peux faire de belles choses avec mon entreprise, mais voilà, je sais pas comment vraiment les mettre en place. Et à cette époque-là, je parlais pas du fait que j'étais mentor, que j'avais accompagné des entreprises, des marques. Elle m'avait dit oui, j'ai besoin d'un shooting, etc. Pareil, je parlais pas vraiment du fait que je shootais. Elle pensait que j'étais spécialiste que dans la modest fashion, que je shootais. Je t'ai dit non mais toi tu fais que des shoots de vêtements. Alors je t'arrête tout de suite. Je fais pas que ça. Tu vas te calmer. Je dis non, pas du tout. On a shooté plein de choses. C'est vrai que juste, étant donné que c'était du bouche à oreille, j'avais pas du tout besoin de marketer parce que petit syndrome de l'imposteur, je me suis dit voilà, je vais attendre d'abord d'accompagner plusieurs personnes à atteindre les résultats que j'ai faits avant de commencer vraiment à en parler sur les réseaux sociaux, etc. Puis j'étais prise aussi avec ma casquette de CEO de mon entreprise et des autres entreprises que je gérais en off. Mais étant donné que j'ai toujours été connectée à DLC, à sa mission, à sa valeur, parce que c'est toi qui le portes, c'est clairement tout. DLC, c'est toi. Je me suis dit, bah écoute, viens, on se fait une petite matinée, une petite demi-journée, une matinée. On brunch, on discute. Tu me mets un petit peu à place sur ton besoin. Et en fait, très rapidement, en fait, j'ai compris c'était quoi les angles morts de l'entreprise. Et je me souviens que c'est vrai, ce rendez-vous, tu avais été impressionnée. Tu m'avais dit, mais oui, la vision que j'ai réussi à te transmettre, reprends-moi si je dis les bons mots, où en fait, je voyais juste ta lumière. Je dis, tu ne vois pas ta lumière, mais moi je la vois, regarde, si on fait ça, on va réussir à faire en sorte que ce soit une entreprise viable et qui va pouvoir avoir une réelle croissance. Donc je sais pas ce qui me faisait rire, tu sais, c'est que tu étais devant ton PC, puis j'en souviens qu'on avait filmé, tu sais, genre le truc et tout. C'était une très belle matinée. Et en fait, quand tu es dans cette zone-là, en fait, on voit que Dounia, elle n'est pas du tout là. C'est-à-dire que là, en fait, il y a une vision. Vous savez, l'emoji là, qu'il y a en ce moment, là, le gif, où on voit les calculs, etc. Dounia, elle est comme ça.
Et en fait, en quelques secondes, tu sais, je te disais que j'avais justement ce besoin de poser à plat DLC, c'est-à-dire je prends mon entreprise, et je la pose sur la table et tu me dis le problème il vient de là, 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 là. Et c'est clairement ce que tu as fait en fait, tu as ouvert ton gros PC. Il est toujours gros. Ton gros PC. Et c'est là où vraiment la magie a opéré et tu m'as dit ok, donc là il y a ça, il y a ça, il y a ça. Tu m'avais regardé aussi, tu m'avais monté en l'air pour... tu m'as dit attends, t'es sérieuse que là... Parce qu'il y avait aussi des blocages dans le sens où tu me disais, donc là, tu me dis que ta manière de transmettre le Coran, ta méthodologie, etc., elle est exceptionnelle, elle est extraordinaire. Et tu me dis qu'en liste d'attente, tu as laissé plus de 800 enfants sans Coran autrement, entre guillemets, tu vois, sans Coran transmis avec gaieté, etc., etc. Moi, je l'avais jamais vu comme ça, tu vois. Je me dis, ouais, mais je peux pas faire plus, etc. Tu m'as dit, non, mais c'est 800 enfants que tu laisses comme ça, aéré, que tu fermes à qui tu fermes la porte, tu vois. Et ça m'avait beaucoup marqué, ça m'avait beaucoup touchée. Et tu m'as dit, non, on va pas laisser ça comme ça. On va aller chercher les autres enfants, on va ouvrir la porte à tous ces enfants et on va faire en sorte que DLC soit encore plus grand. Et apporter toute cette structure, en fait, où justement, il y a une machine derrière les visionnaires, derrière les créatifs. On a besoin d'une structure et d'une vision très T. En parlant MBTI un petit peu, j'ai envie de mener... À un moment donné, on aura une petite partie MBTI parce que c'est toi qui m'as introduit un petit peu à cette méthode-là. Ouais. Et toi, en tant que grande émotionnelle, créative, je pense que tu avais vraiment besoin de ce côté-là, structure, vision. Et aussi, ouais, comme tu l'as dit, certains blocages ou petit syndrome de l'imposteur, la charge de la MNA et de la responsabilité que tu as et que tu avais, tu la prenais très au sérieux. Et ça, je le sentais. Et en fait, j'ai juste réussi à déconnecter cette pensée-là et la reconnecter à ta vraie responsabilité dans ta MNA. Ok, oui, mais si tu as ce talent, ça veut dire que tu as la responsabilité de le transmettre. Et donc, si Allah subhanahu wa ta'ala te met devant les yeux de personnes qui voient cette potentialité, ce talent, etc., c'est de ta responsabilité de les servir. Je te demande pas d'aller faire des choses que tu n'as jamais faites. Non, aujourd'hui, la méthode, elle avait déjà été prouvée. Tu l'as testée d'abord sur toi, sur tes enfants, sur tes élèves à toi, dans tes classes. Physique, t'as été aussi dans une vraie école physique à un moment donné. Donc vraiment, t'avais toute cette expérience-là où pour moi, c'était impossible que tu ne te positionnes pas comme leader du marché aujourd'hui pour la transmission de Coran, et c'est clairement ce qui est en train de se faire. Il y a une très belle refonte, ton premier shooting professionnel que j'ai adoré vivre avec toi, et je me dis subhanallah, c'est exceptionnel de pouvoir avoir ces amitiés qui en fait avec des femmes ambitieuses où on se complète, où moi je voyais vraiment la vision de DLC, où c'est ce que j'ai fait avec plusieurs entreprises aujourd'hui, des femmes qui sont lumineuses, qui ont un pouvoir incroyable, mais qui ne le voient pas en elles. Et je pense que là, tu le sais aussi parce qu'on est très proches et qu'aujourd'hui, tu connais mes parts d'ombre. La raison pour laquelle c'est important pour moi d'aller chercher la lumière chez les autres femmes, c'est parce que j'ai du mal à montrer la mienne. Et donc, c'était très facile de le faire à travers toi, mais ça m'a tellement nourrie. Franchement, aujourd'hui, ma fille, elle est chez DLC. Je trouve que j'ai bien placé mes pions, parce qu'aujourd'hui, on est voisines. Ouais, voilà. Attendez, il faut savoir que dans le contrat qu'on avait fait, parce que oui, on fait tout carré, elle a mis en caractère gras que je devais lui donner cours de Coran, obligatoire. Donc c'est vrai qu'en fait, ça a toujours été lié par le Coran, tu sais. Ah, de ouf. Et c'est ça qui est vraiment le plus beau, en fait, dans toute cette histoire, dans notre amitié, dans tout, subhanallah. C'est comme tu l'as dit tout à l'heure au tout début, c'est que c'est l'amour d'Allah, en fait, qui nous lie, et la spiritualité. Ah, mais aujourd'hui, j'ai vraiment le côté très... cartésien de les chiffres c'est les chiffres, les affaires c'est les affaires. J'ai réussi à faire du business avec mes amis et ça se passe très très bien parce que j'ai de l'expérience, donc je sais comment traiter des collaborateurs, comment valoriser l'autre et me valoriser moi. Pendant un moment j'ai eu la problématique de me dévaloriser un petit peu, mais alhamdoulilah, j'ai toujours fait, depuis quelques années je fais en sorte de m'entourer de personnes bienveillantes qui m'aident justement à sortir de T'es émue? Non, j'ai baillé. Ok. Je me suis dit, elle va pas. Je me suis dit, ne repleure pas. Là, je vais essayer de refaire marche arrière. Ouais. C'est l'histoire de ma vie, les baillages aussi. Donc oui. Je t'ennuie? Non, pas du tout. J'ai passé une nuit. Oui, c'est vrai. Les choix de vie. Voilà. Je te disais, c'était important pour moi de m'entourer de personnes qui étaient justes parce que je savais que c'était une façon pour moi de me protéger. Et donc voilà, être entourée de ces personnes justes qui puissent reconnaître ma valeur, ça m'a... Et te dire aussi, parce que tu donnes beaucoup
et beaucoup trop aussi. C'est-à-dire que ce qui est beau justement chez toi, c'est que tu donnes, subhanallah, sans compter, et que tu préfères limite te léser plutôt que de léser l'autre, etc. Et tu donnes tellement en fait que tu n'arrives pas à te donner de limites. Et c'est vrai que ce que je trouve beau en fait dans notre amitié, même dans notre groupe d'amis, c'est qu'il y en aura toujours une qui te dira merci, t'as donné, mais là t'es en train de dépasser ta limite. C'est-à-dire que on connaît justement tes parts d'ombre, et dans ça, et c'est même trop mignon parce que justement, genre c'est pas tes parts d'ombre méchantes, tu vois, c'est que même dans ça, en fait, dans ta difficulté, c'est que tu donnes trop et qu'on t'aime tellement qu'on veut pas que tu partes dans ça, et que du coup, on va te redire non, mais là, tu me donnes un peu trop là. Et ça, c'est hyper intéressant parce que justement, ça n'a pas toujours été comme ça. Justement, quand on crée une relation, la dynamique qu'on crée, elle vient de nous d'abord. Ouais. Donc quand on donne trop, moi j'ai été souvent entourée d'amis qui justement, quand on donne trop, en fait, elle se dit c'est trop bien, puis s'en fout, on prend, etc. Et c'est pas quelque chose de méchant. Et moi, la façon dont je me suis recadrée, c'est de m'entourer de personnes où justement je verbalisais d'entrée. C'est quelque chose que je t'avais dit. Voilà, moi je sais que je suis comme ça. Donc à un moment donné, si je sens que ça tire trop, je vais avoir besoin de me mettre en retrait. Et donc, étant donné qu'on verbalise toutes ces choses-là de manière très intelligente et très posée, et où on a l'espace d'accueillir les unes et les autres, justement, on s'équilibre un petit peu plus pour éviter qu'il n'y ait aucune personne qui soit lésée. Mais justement, pour revenir à ce contrat, parce que justement, business, même si c'est une amie, c'est important que tout soit écrit et que voilà, on cadre. Moi, je pense que je vais t'apporter ça, et je pense que je mérite ça. Est-ce que tu es OK avec ça? Moi, je vois tellement le côté... En fait, le business et la spiritualité, je n'ai jamais réussi à les séparer. Pour moi, ça va vraiment main dans la main. Et aujourd'hui, les personnes qui sont spirituelles, mais qui sont très neutres dans leur positionnement, j'avoue que c'est quelque chose qui... je ne comprends pas, en fait, tout simplement. Parce que pour moi, le business, c'est le Coran. Et donc, quand je vais aider une institut, oui, dans les conditions, je vais te dire, écoute, moi, je sais que tu es une super prof de Coran. Et ce qu'elle n'a pas dit, c'est que oui, j'ai mis dans le contrat, tu me dois du Coran à moi, mais à ma fille aussi. À ma fille aussi, c'est vrai. J'ai sécurisé ma descendance, je te jure. Je me suis dit, c'est autant de valeur, en fait, que l'argent. Donc oui, je vais être rémunérée sur ce que je vais t'aider à apporter. Mais pour moi, c'est tout autant. Je suis récompensée sur fi dunya wa fi akhira. Et c'est comme ça que je fais du business aujourd'hui. Et tu le disais, c'est vrai que tu trouves que je suis dans l'excès dans certaines façons dont je me lèse. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, alhamdoulilah, j'ai des entreprises et des revenus stables où j'ai fait des investissements, etc. Donc je suis en sécurité. Mais même quand ça n'a pas été le cas, c'était hyper important pour moi que je ne mange pas le pain d'un autre, et je préférais être à la rue plutôt qu'avoir de l'argent dans mon compte en banque qui n'était pas le mien, que j'allais devoir, etc. Et le contrat, en fait, entre le client et la personne qui rend le service, pour moi, elle est tellement importante que même dans mes débuts, dans ma marque de vêtements, j'étais dans l'excès. On a vraiment été dans l'excès, et j'ai mis du temps à m'équilibrer, où j'arrivais à ne plus me léser en fait suivre un règlement de service client qui était juste, où il n'y avait pas d'excès du côté consommateur ni du côté de l'entreprise. Je vois. Ça va, normal. Là, on parle de notre relation amicale qui finalement a vite switché vers une relation professionnelle aussi. Qu'est-ce que tu trouves beau justement dans ces relations-là? Est-ce que tu trouves qu'il y a un risque, qu'il y a un déséquilibre? Quelle serait pour toi comment est-ce que tu retranscrirais en fait ton expérience d'avoir justement des amitiés où tu fais aussi du business avec ces amis-là? Okay. Donc lié à amitié et business. Je pense que l'important quand tu lis les deux justement, c'est d'établir en fait un contrat, déjà d'être au clair avec soi-même et d'être au clair avec l'autre par rapport à nos besoins, par rapport à ce qu'on recherche aussi, et faire en sorte de ne pas léser l'autre et de ne pas être dans un excès en fait, que ce soit l'un ou l'autre dans les deux parties, et savoir différencier le travail de l'amitié. Et toi, tu le sais, parfois on se pose et on se dit... on est en mode copine, là. Voilà, là, c'est bon, on se met en mode copine. Donc d'abord, on va parler business. Et puis après, une fois qu'on a terminé, on ferme la porte, on dit, voilà, maintenant, on passe en mode copine. Et ça, c'est vraiment beau parce que on peut se dire, voilà, il y a telle problématique, être stressé pour telle et telle chose. Mais une fois qu'on a fermé la porte, en fait, du travail, là, on passe à l'amitié. Et je trouve que ça, c'est très, très important de
Enfin, en fait, ça commence dès le début, en gros. À partir du moment où tu décides de travailler avec une amie ou un ami, bah, dans ce cas-là, à partir de ce moment-là, bah, tu sais très bien qu'il y a un risque, en fait. Il y a un risque que le travail, en fait, casse l'amitié. Et c'est ça qui fait peur, en général, à des amis qui vont se mettre à travailler ensemble. C'est toujours la crainte de « Ok, mais si ça se passe mal, comment ça va se passer ?» Et je pense que quand la niya, justement, elle est faite pour Allah, que c'est sincère et qu'on a vraiment envie d'avancer pour Allah et de faire en sorte que bah, même dans cette dunya, en fait, on puisse être juste dans nos échanges et dans nos contrats, bah, alhamdoulilah, ça peut que marcher. Parfois, oui, on va avoir un petit sentiment, et je parle pas forcément avec toi, parce que je travaille avec beaucoup d'autres amis, mais c'est vrai que parfois, on peut avoir des sentiments qui vont déborder, entre guillemets, mais si ça déborde, c'est qu'on n'a pas, c'est qu'au niveau du travail, on n'a pas tout établi au clair. C'est-à-dire que si au travail, t'as dit, bon, là, ça va pas, là, ça va pas, là, ça va pas, t'as vraiment lâché vidé ton sac et t'as dit ce que t'avais à dire, ben, ça y est, tu peux passer à la partie travail. Mais s'il y a encore des non-dits, ben, la partie amie, ça va... Il y aura encore, enfin, ce non-dit, en fait, il va rester, tu vois. Et je pense que c'est ça aussi, c'est vraiment être au clair avec les besoins et dire aussi, moi, je travaille comme ça, moi, je fonctionne comme ça, moi, j'ai besoin de valorisation, j'ai besoin de telle et telle chose. Bah, si l'autre sait, en fait, comment travailler avec toi, bah, ça peut que bien se passer. Est-ce que tu peux nous dire quelle est la plus grande leçon entrepreneuriale que tu as vécue depuis qu'on travaille ensemble ? Ok. Depuis qu'on travaille ensemble, DLC a vécu son plus gros tournant. Et je suis passée d'auto-entrepreneur ou de chef d'une petite entreprise à, on appelle ça une hypercroissance, c'est parti très très vite. Donc ça a été très très éprouvant pour moi, très difficile de passer en fait de petite entreprise à très grande entreprise avec beaucoup de personnes à gérer. Je me suis retrouvée de 3 personnes à gérer à... ils sont 30 maintenant. Un peu moins de 20. 25. On voit celle qui gère le côté organisationnel de l'entreprise. DLC et Institut, je parle les deux compris. Une vingtaine. Et franchement, c'était vraiment un gros challenge. Beaucoup de nouveaux élèves, et puis aussi la nouvelle manière de travailler. Parce que j'ai commencé mon entreprise justement en apprenant à travailler, mais dans l'urgence, dans le stress, dans le stress, dans le speed. Et en fait, ce temps justement pour changer la donne et faire en sorte qu'on passe d'un travail d'urgence à un travail apaisé, etc., ça a été très éprouvant et ça a été le challenge de cette année. Ok. Avant que je te pose un petit peu plus de questions par rapport justement à cette façon d'entreprendre et cette hyper-croissance, on n'a pas présenté DLC. On a parlé de Coran Avenue, on a parlé de ta période gâteau, mais j'aimerais bien que tu présentes un petit peu DLC. Ok. Ma douceur et lumière, c'est l'entreprise du bonheur, comme je l'appelle. C'est vraiment en fait... comment expliquer ça ? C'est le choix de faire en sorte que les enfants puissent grandir avec ce qu'il y a de plus important. Et on a tous grandi malheureusement en essayant de cacher un petit peu notre religiosité, en ayant ce besoin de dissocier quand on est à l'école le côté din du côté je suis un enfant de la République et que je dois pas dire de mots religieux, islamiques ou autres. Et ça a été difficile, je pense, pour tout. Enfin, c'est difficile pour nous tous. C'est pas forcément évident de devoir cacher, en fait, d'avoir ce besoin ou ce sentiment de devoir cacher sa religion, etc. Et ce que j'ai voulu faire, en fait, c'est que les enfants puissent grandir en n'ayant pas à choisir entre penser à Allah ou pas. Et du coup, j'ai créé les comptines, les invocations lumineuses, de manière à ce que les enfants puissent grandir en pensant à Allah quotidiennement. C'est-à-dire que si ton enfant il est à l'école et qu'il se fait bousculer ou on lui fait du mal ou quoi que ce soit, ou alors il a son examen, il est en panique, il connaît la doua de la tristesse, il connaît la doua où tu demandes de l'aide à Allah, et naturellement en fait il va savoir qu'il doit se tourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous en tant qu'adultes, c'est vrai qu'on a beaucoup de mal à se tourner en premier lieu vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça vient de la base en fait, de l'éducation. Et leur donner ces outils-là,
pour comprendre qu'Allah il est avec eux et que c'est pas, enfin tu n'as pas besoin de passer vers les causes directement. Commence par Allah. Tu vois, ne va pas chercher les causes, ne va pas chercher auprès des humains en fait. Demande au créateur de ces humains de t'aider. Et DLC c'est ça, c'est de leur permettre d'apprendre à kiffer le Coran, à kiffer l'évocation d'Allah et à comprendre en fait qu'il n'y a rien de plus beau que de vivre avec tout ça. Donc c'est un cursus Coran, c'est des packs qui permettent de comprendre par exemple le Ramadan, comment ça se passe, etc. C'est vraiment une aventure en fait, tu rentres vraiment dans l'aventure de l'islam en fait, l'islam enchanté comme je le dis, et c'est merveilleux. Ah ma barik. Mashallah. Ouais, DLC pour moi c'est une entreprise qui subhanallah change des vies. Je suis tombée amoureuse de toute façon, je suis tombée amoureuse de toi, donc c'est normal que je tombe amoureuse de DLC parce que pour moi c'est vraiment la personnification de toi. Et oui, en fait, vraiment la mission première, c'est quand on est en réunion, etc. Vu que maintenant j'ai un pied dans l'entreprise, la question qu'on se pose, c'est comment est-ce que ça va bénéficier à l'enfant. C'est au-delà du parent, on sert l'enfant. En fait, tu sers l'enfant et à travers ta voix et ta méthode et ton expérience et ton amour pour le Coran, ce que tu fais, c'est juste trop beau. Pour moi, il n'y a pas plus belle mission. Allahumma barik. Je suis d'accord avec toi. Franchement, c'est le douceur et lumière compagnie, c'est le bonheur vraiment de ma vie. Et comme tu l'as dit, avant de créer DLC, je l'incarnais déjà. C'est-à-dire que j'ai simplement, ce que je faisais déjà avec ma fille en tant que maman, j'ai voulu en fait le donner à toute la Oumma. Et d'abord, je l'ai donné à mes élèves, ses habitudes, des invocations, etc. Je l'ai donné à mes élèves. Et puis, comme je partageais déjà, c'est les personnes sur les réseaux sociaux, ces sœurs qui me suivent depuis des années, qui m'ont dit nous aussi on en veut en fait, nous aussi montre-nous comment on peut faire mettre ça en place en fait, illuminer nos foyers avec l'évocation d'Allah. Et voilà, c'est incroyable parce que justement on parle à l'enfant et on donne tous ces outils entre les mains de l'enfant, pas aux parents. Subhanallah. Tu parlais tout à l'heure justement de ton hypercroissance où cette fameuse réunion à Dubaï a vu tout le potentiel de DLC et on a décidé d'aller vers un x10, clairement, qui a eu besoin de restructuration, de vision, de beaucoup de choses. Est-ce qu'aujourd'hui, on parlait aussi d'entrepreneuriat au féminin, est-ce qu'aujourd'hui, tu peux nous partager ta vision justement de la féminité dans le business ? C'est la question que je me pose beaucoup depuis mon ascension de l'Everest Base Camp. Justement, j'ai beaucoup entrepris avec une énergie très très masculine. Parce que quand tu entreprends, t'es dans le faire, prouver. Posture aussi, ta posture, elle va être très... elle va tendre, elle n'est pas censée être masculine, mais elle va tendre vers la masculinité. Pourquoi ? Tu vas faire que de prendre des décisions, surtout quand du coup, t'es chef avec une grande entreprise, des équipes, et qu'on passe tes équipes passent leur temps à te demander des choses, etc. Et là, c'est vraiment la question. La chose que je m'étais imposée, et ça c'est depuis toujours, c'est dès que les enfants rentrent de l'école, je deviens la maman de mes enfants. Donc ça, je l'ai toujours mis en place. Parfois, du coup, le travail prenait le dessus, etc. Mais c'est très rapidement qu'on rechange la donne, etc. Mais pour moi, les week-ends et les après-midi, c'était pour les enfants. Donc pour moi, c'est ça aussi, entreprendre au féminin. Faire en sorte de laisser le droit aux enfants. Mais c'est mon droit, moi, que je les ai, tu vois. C'est, en général, les responsabilités, elles sont là. C'est-à-dire la responsabilité dans le travail, la responsabilité pour mes enfants, donc être présente. Mais pour moi, donc en tant que femme, je n'étais pas trop au point. Et c'est vrai que d'être ici, donc aux Émirats, ça m'a beaucoup appris aussi à entreprendre au féminin. Mais là, sincèrement, je ne sais pas comment entreprendre au féminin. Et c'est vraiment la question que je me pose aujourd'hui. Et donc pour ceux qui ne savent pas, quand je suis descendue de l'Everest, j'ai dit à Hafsa, écoute-moi bien, on laisse notre énergie masculine dans la montagne. C'est bon, on a prouvé, on est parti, on a dépassé nos limites, etc. Mais je ne veux plus revivre l'année que j'ai vécue. Je ne veux plus être dans cette recherche. C'est pas une recherche, mais dans cette attitude de travailler
très très masculine et d'être dans le prouver, faire, et de manière effrénée. Donc, je sais pas si tu te souviens, donc hier on a eu une réunion, avant-hier, la réunion qu'on avait eue, tu sais, où tu me disais, bon là, il y a là, DLC, il y a eu ça, il y a ça, on doit faire telle et telle chose. Et je te regardais et je me dis, ok, et comment on réagit quand on veut entreprendre au féminin? comment je suis censée réagir, donc, de manière à ne pas être dans ma masculinité? Et c'est la question que je me pose aujourd'hui. Donc je n'aurai pas forcément la réponse, mais je pense que il faut pas travailler dans l'urgence. C'est planifier, prévoir, se respecter et écouter en fait son corps, son intuition aussi, et voilà, savoir se donner des limites. Est-ce qu'aujourd'hui tu as des figures justement de l'entrepreneuriat féminin qui t'inspirent et vers lesquelles tu aimerais tendre, ou est-ce que pour toi c'est vraiment le flou? J'ai découvert l'entrepreneuriat au féminin, et je dis bien au féminin, à travers toi. Okay. À travers toi, et toi, je l'avais dit de toute façon, que pour moi, franchement, tu m'inspirais énormément. Mais c'est vrai que les entrepreneuses que je vois sur les réseaux sociaux, que je côtoie, etc., on est toutes dans notre masculinité. Et franchement, quand on discute entre nous toutes, on se le dit et on le sait, tu vois. C'est vraiment une attitude vers laquelle on tend, et malheureusement, on peut pas... Franchement, c'est un effort, c'est très difficile d'aller vers autre chose que la masculinité. Donc, en dehors de toi, sincèrement, j'ai pas vu de personne justement qui incarnait la féminité dans son travail. C'est intéressant que tu dises ça, parce que justement, ce que je t'avais partagé aussi lors de nos échanges, c'est que quand on entreprend, il y a des phases par lesquelles on passe toutes. Toi et moi, on a une histoire même personnelle qui est assez similaire. On a vécu des petites... j'ai pas envie d'utiliser le mot trauma. Des petits dodanes sur la route qui nous ont fait trébucher, qui sont assez, subhanallah, et similaires. Et du coup, c'est vrai que je me revois un petit peu dans ma première année d'expatriation aux Émirats, où j'ai entrepris de manière très très masculine, parce que responsabilité financière, on a fait le grand saut. Maintenant, il faut faire en sorte que le parachute y tienne. Et c'est après cette période vraiment où j'ai très mal vécu cette année, qui a été soldée par un burn-out, etc. Le mot à la mode, mais c'est le cas. Où j'ai compris qu'en fait, il y a quelque chose qui clochait, que ce n'était pas normal. Et donc, quand on échangeait, justement, je te disais que l'entrepreneuriat au masculin, c'est quelque chose qui, souvent, on débute par là, parce qu'on est en mode survie, parce c'est quelque chose qui nous lance, en fait, mais après, c'est pas quelque chose qui peut nous tenir sur la durée. Exactement. Il y a rien qui est sain, et parfois... Du coup, je te le disais même, tu disais là, c'est OK, t'as besoin d'être dans ça, tu me le disais même, s'il te plaît, me sors pas de ma sécurité, là, j'ai besoin d'être dans mon masculin. Je sais que c'est pas idéal, mais là, laisse-moi être dans ça, donc je te laissais gérer. Et justement, je savais qu'en fait, on chemine toutes à un rythme qui est différent. Enfin, je te l'ai dit plein de fois, pour moi, la croissance que tu as eue, que ce soit personnellement et professionnellement, cette année, elle a été exceptionnelle, même dans ta relation à l'argent, dans ta façon d'organiser ta vie, dans ta façon de penser. Je sais que ton entourage aussi te l'a dit, et je sais qu'aujourd'hui, tu te dévalorises un petit peu, je te trouve un peu dur avec toi, où tu dis justement, oui, j'ai entrepris que dans le masculin, j'ai fait ci, j'ai fait ça, alors que tu as une part de toi qui est très féminine, qui est aussi très inspirante, tu vois. Donc des fois, parce que tu te sens en insécurité, tu vas reprendre un petit peu ta carapace de mode survie, mais tu as quand même une connexion avec ta féminité qui est très belle. Et pour moi, là, c'est juste une question de trouver la bonne recette, la bonne dose de sel, la bonne dose de poivre. Mais je te vois toucher du doigt l'incarnation qui te fera du bien. On est des femmes aussi qui sommes en train de grandir. J'ai pas envie de dire vieillir encore, mais justement, on voit nos enfants grandir. On est à des moments où justement on est en train de comprendre plein de leçons, d'avoir des transitions de vie qui font que justement on a envie de changer. On n'a plus l'énergie qu'on avait avant, on n'a plus l'envie qu'on avait avant. On est toutes les deux sur une personnalité assez ambitieuse, mais ouais, je trouve qu'il faudrait que tu réussisses à t'applaudir un peu plus. De toute façon, tu le sais, parce que l'évolution que tu as eue, la personne que tu es, franchement, 1 an, c'est très impressionnant. Allahumma barik, et tu es très inspirante. Je te remercie. Barakallah fiki. Non, franchement, je sais que
En fait, pour moi, le côté urgence, le travail dans l'urgence, le côté vraiment très, très intense, c'est vraiment ça, en fait, que je me reproche, entre guillemets, pour cette année. Après, je sais, hein, tu peux pas t'expatrier, changer de vie, faire exploser ton business et gérer aussi l'école des enfants, hein, une nouvelle école, une nouvelle langue, voilà, tout ça. Toutes ces choses-là, je sais bien que c'est pas... Voilà. Déjà, déménager dans son pays, c'est pas évident, mais là, déjà, déménager dans un autre pays, tous des nouveaux codes, etc., c'est beaucoup à la fois. Mais je me dis, vraiment... C'est Allah qui a guidé tout ça. Je sais pas comment j'ai tenu, mais c'est vraiment Allah qui a guidé tout ça. Et c'est pour ça que je dis vraiment, quand on a Allah dans sa vie et que tu fais tourner en fait toute ta vie autour de l'évocation d'Allah et autour d'Allah, même si tu chutes, la chute elle est bien. Même si tu chutes, la difficulté, etc., que tu vas avoir, bah, alhamdoulilah, quelle que soit l'épreuve que tu vas traverser, tu le traverseras en fait d'un pas serein. Ça me rappelle ce que je t'ai dit il y a quelques jours où justement je te disais tu le vois? Tu m'as dit je vois quoi? Le soleil qui arrive après la tempête. Et quand tu as vécu vraiment ces situations, en fait, subhanallah, tu arrives à réussir à prendre du recul et te dire mais en fait, à chaque fois qu'il y a des nuages et des tempêtes, parce que même si, alhamdoulilah, voilà, ça fait 5 ans que j'entreprends, que les choses sont plutôt stables et on va dire j'ai déjà passé les plus grosses tempêtes, je pense. Bah, y a encore des tempêtes. Et en fait, juste avoir l'expérience de se dire que, en fait, j'ai tellement eu de tempêtes que je sais qu'après, le soleil, il est trop doux. Ouais. Il fait tellement du bien, etc., que là, je le vois clairement. T'es sur le pic de ta montagne, justement, et tu vas redescendre petit à petit et retrouver goût à l'herbe, à la nature, à l'oxygène. C'est ça. Inch'Allah. Ouais, juste trust the process et tawakkul. Alhamdulillah. Même ma manière d'appréhender les épreuves enfin dans le business, hein, mais d'appréhender les épreuves, c'est plus du tout les mêmes. C'est-à-dire que là, j'avais beaucoup de craintes au début, tu vois. Et c'est vrai que tu m'en avais parlé. Toutes les craintes que j'avais eues et que j'avais verbalisées, justement, j'ai peur de ça, non mais ça je pourrais pas, ça je supporterais pas, etc. Bah Allah, il me les a toutes mis les unes après les autres sur ma route cette année. Et pourquoi ? Parce que franchement, j'en faisais vraiment des montagnes et c'était très très difficile pour moi et très éprouvant. Et que ce soit toi, Anissa, on m'avait dit, ben ça c'est normal en fait. Tu l'as tellement visualisé qu'il faut que tu la vives. Tu vas la vivre et puis après tu vas dire, ah c'était ça. Alhamdoulilah. Tu vois, et après, ben, t'en sors grandi. Donc l'épreuve, certes, elle est violente, elle fait mal, c'est difficile, mais quand t'es face à ça, au moins ça y est en fait, t'as plus cette crainte. C'est plus du tout une montagne, c'est devenu, ben, comme tu as dit tout à l'heure, un dos d'âne, tu vois. Et ça, vraiment, subhanallah, je l'ai remarqué hier quand tu faisais le topo de DLC, etc. Et tu me disais, ça va? Tu es bien? Je disais, ouais, ça va. Il faut digérer, mais et je sais qu'avant, j'aurais été en mode crise d'angoisse. Stress, comment je vais faire? J'aurais été vraiment dans le vite, il faut sortir un nouveau produit, il faut faire ceci, il faut faire cela. Voilà, faut gérer telle et telle équipe. Non. Alhamdulillah. Je sais qu'Allah va faciliter, je sais qu'on va aller chercher la suite et ça va bien se passer. Donc c'est vrai que de toute cette année, ben, on en sortira de toute façon toujours grandi. Alhamdulillah. On parle de type de personnalité, un petit peu. Il y a la méthodologie justement du MBTI que tu m'as introduite, que j'ai découvert cette année. Avant, j'étais un petit peu plus concentrée sur le côté Ennéagramme. Donc maintenant, on va dire que j'ai ces doubles casquettes que je maîtrise un petit peu. Et est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu pourquoi le fait de se connaître, d'apprendre à se connaître, c'est quelque chose qui a été important pour toi? C'est une méthodologie en fait de profiling qui permet vraiment de, entre guillemets, tu vois, comprendre et analyser en fait, que ce soit t'analyser toi, te comprendre toi, mais comprendre aussi les autres personnes autour de toi. Et c'est vrai que cet outil-là, il m'a beaucoup, beaucoup aidé dans mon entrepreneuriat dans un premier temps, à me comprendre et à normaliser en fait les réactions que j'allais avoir, que j'aurais en fait dans différentes situations. Comprendre que bon, moi je suis une ESFP, donc comprendre en fait voilà mon extraversion
et qu'est-ce qui va en découler en fait de cette extraversion, ma créativité, comment est-ce que je fonctionne, tu vois, comment je vais réagir dans des différentes situations, situations de stress, tristesse, anxiété, quand il va y avoir du coup je sais pas moi un gros lancement, ce genre de choses, et savoir en fait comment je réagis et comment je fonctionne en fait, ça m'a beaucoup aidé. C'est pas se mettre dans des cases, etc. On n'est pas du tout dans ça, mais vraiment dans la compréhension de soi déjà, et aussi la compréhension de l'autre. Parce que aujourd'hui, l'MBTI aussi m'a beaucoup aidé avec mes élèves dans l'entreprise, chez DLC, etc. De comprendre aussi, quand on vient à moi avec une problématique, oui, voilà, j'ai tel enfant qui a tel et tel truc, etc. De comprendre aussi s'il est introverti, extraverti, est-ce que du coup c'est un T ou un F, tu vois, genre est-ce qu'il va réfléchir avec son cerveau ou avec sa tête, en fait, prendre ses décisions avec sa tête ou avec ses émotions, enfin toutes ces choses-là vont aider aussi à apprivoiser l'autre et à comprendre aussi comment travailler avec l'autre. Pareil pour tout à l'heure, quand on parlait des amitiés, tu vois, dans le travail, ça aussi le MBTI t'aide beaucoup à comprendre du coup comment fonctionne ton ami, comment fonctionne la personne avec qui tu travailles, pour comprendre, par exemple, si une personne elle va être P ou J, tu vois, si c'est une personne organisée ou un petit peu désorganisée qui va faire les choses à la dernière minute, comprendre ces choses-là permet de ne pas flageller l'autre, tu vois, et de ne pas lui dire, enfin l'accabler, lui dire, voilà, t'as fait ça, je comprends pas pourquoi t'es comme ça, etc. Ça permet de comprendre et de mieux apprivoiser la personne, tu vois, et de dire, bon, toi, je sais que, voilà, tu as tendance à travailler à la dernière minute, etc. Voilà, ce que je te propose, c'est... Et en fait, tu vas restructurer les choses de manière à mieux gérer les échanges avec les autres. Et je trouve que c'est très important, surtout quand on travaille avec d'autres personnes. Je suis complètement d'accord avec toi, et c'est vrai que c'est un outil où il faut réussir à trouver le juste milieu, où tu n'es pas dans on se met tous dans des cases et on est comme ça et puis c'est tout. Oui, c'est ça. Mais juste le côté où ça te donne des pistes de réflexion et de compréhension, ne serait-ce que dans la communication. C'est ça. On sait qu'on a des prismes, quand il y a des prismes qui sont différents, donc par exemple réflexion avec les émotions et réflexion avec la tête et la logique, c'est pas du tout la même chose. Et je trouve ça hyper intéressant justement qu'on puisse analyser ça. Ça nous aide aussi à comprendre pourquoi il y a des différences, et c'est OK. Si tu pouvais parler à la Safia du début de l'année, avant ce grand lancement, qu'est-ce que tu lui dirais ? De prendre son temps. Après, je sais pas si j'aurais pu prendre mon temps en vrai, mais bon, je lui dirais de prendre le temps et de ne pas aller trop vite. C'est-à-dire que dans les prises de décision, ce genre de choses, de ne pas aller aller vers la précipitation. Voilà. De respecter aussi son corps et les zones de fatigue, etc. Et voilà, et que tout ira bien. Tout ira bien. Qu'est-ce que tu trouves beau justement dans ce côté entrepreneuriat quand tu es une femme musulmane ? Quel message positif t'aimerais leur passer ? Qu'on peut le faire. Entreprendre, c'est une aventure qui est incroyable, qui est magnifique, parce qu'elle te met vraiment en face de toi, de ta spiritualité aussi, de ton tawakkul. Et elle te montre vraiment de quoi entre guillemets, tu peux être capable. C'est-à-dire que tu viens avec une vision, avec quelque chose qui doit changer, qui va changer, et tu crois dur comme fer. Donc du coup, tu t'en remets à Allah. Et le conseil que je donnerais, c'est vraiment de tout placer entre les mains d'Allah, de ne pas léser sur la salat istikhara, et ensuite de foncer. On a besoin de femmes ambitieuses, de femmes qui entreprennent, et que les sœurs justement puissent apporter leur pierre à l'édifice. C'est vraiment important. Et surtout dans notre société actuelle où les jeunes et les jeunes filles, justement, elles ont des modèles qui sont catastrophiques. Donc si elles n'ont pas de modèle de femmes musulmanes inspirantes qui leur montreront du coup le chemin, ça va être difficile. Donc si vous ne le faites pas forcément pour vous, pensez à toutes ces petites sœurs, à vos enfants qui ont besoin de modèles, qui ont besoin de voir aussi de personnes qui réussissent et qui font ça en étant confiantes dans leur pas et dans leur chemin vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inch'Allah. Voilà. Qu'est-ce que tu penses qui a été déterminant pour toi pour trouver des réponses ? Mon entourage. Je pense que les fréquentations, elles sont très très importantes.
Et ça depuis toujours. Même quand j'avais pas forcément de fréquentation et que j'étais dans mon coin, le fait d'être dans un entourage qui va te pousser à réussir, va croire en toi aussi, ça va avoir un impact sur toi-même. Et si tu es dans un entourage qui, au contraire, te dira oh bof, qui n'est pas très ambitieux ou qui va te dire oh je sais pas, je trouve pas ça ouf ce que tu as fait ou ce genre de choses, c'est difficile. Donc il faut vraiment s'accrocher à sa vision. Et si t'as pas forcément d'entourage, fais en sorte que les réseaux que tu suis, voilà, en fait tout ce que tes yeux vont regarder puisse aller dans le sens de ce que tu souhaites avoir. C'est-à-dire que si je veux entreprendre et avoir une dynamique de battante entre guillemets, entoure-toi de personnes qui vont être comme ça. Et même si c'est pas ton entourage, fais en sorte que ce que t'écoutes dans tes oreilles, donc les podcasts que tu vas entendre, les vidéos que tu vas regarder, les comptes que tu vas suivre, ce soit des femmes qui t'inspirent et pour lesquelles tu as la vision et dans lesquelles justement tu te dis je veux être comme ça, je veux être ça. Et moi pour ma part c'est ce à quoi je me suis accrochée quand j'avais pas forcément d'entourage. Et puis après j'étais aussi avec Soukaina qui et franchement on serrait les dents et on se serrait les coudes ensemble, tu vois, dans l'entrepreneuriat. Et c'est vraiment ça qui m'a aidée à chaque moment qui était difficile, c'est ce qui m'a aidée. Comme on a dit tout à l'heure, je suis extravertie et j'aime partager, j'ai ce besoin de partager avec l'autre. Et c'est dans ça que je me nourris. Et c'est vraiment l'entourage, pour moi, qui est primordial pour faire en sorte de s'accrocher à ses idées, à son rêve et à ne pas... Parce que le syndrome de l'imposteur, le stress, etc., la vague, elle vient. C'est une rafale qui est très difficile. Donc, si t'as pas des personnes qui vont te dire courage, tiens bon, serre les dents... Moi, je crois en toi et je sais que tu vas y arriver. C'est pas forcément évident. Étant donné que tu entreprends depuis des années à différentes échelles, à quel moment tu as senti que c'était justement nécessaire pour toi de te faire accompagner ? Moi, c'était à chaque été. Tu sais, je le disais, à chaque fin d'année, je me disais, ça y est, j'ai passé l'hiver. C'est comme si j'étais un écureuil qui faisait ses récoltes et je me disais, c'est bon, j'ai passé l'hiver. Les hivers, pour moi, c'est des périodes qui sont, c'est sombre, c'est les phases de down, entre guillemets. Enfin, on peut dire que c'est des phases de down. Et c'est là où tu as tes épreuves, l'année, elle passe, quoi. Et c'est vrai que à chaque été, c'est là où je prenais du recul sur mon entreprise. Et je pense que c'est ce qui a fait aussi qu'il y a toujours eu cette différence dans mon entrepreneuriat, c'est que j'avais toujours ce moment de bilan, tu vois, d'introspection où je me disais, ok, je posais à plat mon entreprise et je me disais, maintenant, qu'est-ce que je fais ? Et à quel moment, du coup, j'ai décidé de me faire accompagner ? C'était ça, en fait. Chaque année, donc ma première année de DLC, je me suis dit, ok, maintenant, qu'est-ce qui doit changer ? Ok, j'avais un logo que j'avais fait moi-même sur Canva en 2 spi, etc. Enfin, pour moi, je le trouvais très très bien au début, mais je me suis dit, ok, maintenant je veux passer à l'étape supérieure. Donc on va changer le logo, on va faire ça, on va aller faire telle et telle chose. Maintenant, il faut que je délègue telle et telle tâche. Et en fait, chaque été, c'était ça. Et l'été de tous les changements, le plus grand été, le dernier, c'était avec toi, juste après ma Umrah. Et puis c'est là où tout a changé, c'est-à-dire que je suis arrivée du coup, le retour du soleil, tout ça. Et je me suis dit, ok, maintenant, de quoi DLC a besoin ? Et j'ai vu qu'il y avait comme des cadenas, tu sais, comme si c'était un jeu et tu as plein de cadenas dans ton niveau. Et je me suis dit, ok, il y a un cadenas là, il y a là et là et là, il y a des choses qui vont pas. Maintenant, comment faire ? Du coup, je savais que ces choses-là, je peux pas les débloquer moi-même. Et je cherchais justement autour de moi des personnes qui pourraient m'aider à ouvrir ces cadenas. Et du coup, Allah t'a mis sur mon chemin, naturellement. Alhamdoulilah. Qu'est-ce qui, pour toi, a été le plus bénéfique dans cet accompagnement ? Tout a été bénéfique. Le plus bénéfique ? Je ne saurais vraiment pas te dire qu'est-ce qui a été le plus bénéfique, parce que pour moi, l'accompagnement a été bénéfique, tu vois. Et l'entreprise, il y a tellement de parts, tu vois, tellement de choses. Mais le simple fait, en fait, que tu es une personne qui regarde du dessus, donc qui est beaucoup plus expérimentée que toi, qui a fait des chiffres que toi, tu n'as jamais fait, qui est passé par des épreuves et des étapes auxquelles tu n'es pas encore passé, tu vois, c'est très, très précieux. Et vraiment, le mentorat, il faut vraiment pas le négliger. Ça, depuis la nuit des temps, tu vois, ça existe des personnes qui sont là pour toi et qui vont t'initier à des choses, qui vont t'apprendre et qui vont t'enseigner, tu vois. Et dans l'entrepreneuriat, plus que jamais, il est nécessaire de bien s'entourer.
Ça, pour moi, c'est vraiment important. C'est vraiment le point central. Tu ne nais pas savant. Tu ne nais pas en sachant tout. Donc, tu te dois, en fait, de t'entourer des bonnes personnes et des personnes qui vont t'aider à t'élever et à aller au mieux, tu vois. Donc, tu demandes à Allah et Allah te facilite et te met sur ta route, du coup, les bonnes personnes. Tu fais tes recherches, etc. Et pour moi, le simple fait, justement, que tu aies regardé toute l'entreprise avec ton prisme à toi, ton regard à toi, ça a débloqué des paliers de ouf, tu vois. Et même mon frère, il me le disait la dernière fois au téléphone, tu vois, genre, ta manière de penser, elle a changé du tout au tout, tu vois. Il y a beaucoup plus d'assurance, beaucoup plus de... Subhanallah, tu vois, vraiment dans mon discours, etc., tu passes de crainte à ça, c'est bon, on l'a fait. Genre ça, c'est une virgule, tu vois. Et ça, c'est incroyable. Donc vraiment, s'il y a une chose que je devrais conseiller, c'est se faire accompagner. Par les bonnes personnes. Hein. Parce que, bon, voilà. Mais se faire accompagner. Tu précises justement par les bonnes personnes. Pour toi, c'est quoi les bonnes personnes? Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entrepreneurs. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de personnes qui pensent, entre guillemets, être excellents, savoir tout faire, etc. etc. Et je pense qu'il faut, donc avant de... Comment expliquer ça ? Avant d'entrer justement, de travailler avec une personne, prendre le temps de bien la connaître, bien se renseigner sur du coup comment ça s'est passé, ce que la personne a fait, etc. pour être sûr de ne pas tomber de haut, tu vois. Cette année, on sait que je suis tombée de haut avec des prestataires. Et ça, c'est des choses où d'une part, il faut suivre son intuition, mais ne pas y aller les yeux fermés. Juste parce que tu vois qu'il y a un compte Instagram où il y a telle et telle chose, tu vois. Et écouter justement les retours clients. Si tu vois qu'il n'y a pas du tout de retour client, et ça, c'est ce que je faisais beaucoup au début, c'est que, c'est bon. C'est bon. Tu vois, genre... et je voulais même pas me casser la tête, tu vois. Je me disais, vas-y, je vais prendre telle et telle personne, je vais prendre telle... Mais non, en fait. Et toi, tu me disais, attends, elle a prouvé, il y a un portfolio, il y a quelque chose, il y a... Tu vois. Et ces choses-là, en fait, de s'assurer... va se renseigner, en fait, tout simplement. S'assurer de faire confiance à la bonne personne. Parce que tu peux avoir des expériences incroyables, comme tu peux tomber de haut et ça peut te faire mal. Comment est-ce que tu aimerais qu'on se souvienne de nous ? Évidemment, comme des personnes qui ont changé les choses. Moi, ce que j'imagine, c'est des enfants qui grandiront en se disant « Ah, quand j'étais petite, je chantais ça » ou tu vois, genre, je sais qu'il y a beaucoup d'adultes qui me disent ouais, mes enfants, je les vois du matin au soir en train de faire les invocations. Et les adultes aussi, hein, parce que les invocations, je les chante à tue-tête aussi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de parents qui me disent il y a mon mari, là, grand gaillard, etc., qui est là en train de chanter les invocations dans la voiture avec les enfants. En avant, tout c'est ça. Et je me dis que vraiment, je veux être ce souvenir dans le cœur de ces enfants qui auront grandi et qui peut-être les chanteront aussi à leurs enfants. Et pour moi, ce que je me dis, c'est ça, en fait. D'avoir mis, en fait, l'amour d'Allah dans le cœur des enfants, d'avoir été cette cause, en tout cas, d'avoir rendu le Coran, et il est déjà merveilleux. Donc, d'avoir fait voir, en fait, montrer aux enfants et aux adultes, voilà, c'est ça, que le Coran, il n'y a rien de plus beau. Genre, je voyais les enfants en train de chanter les comptines, les titounis, etc. Je me suis dit, mais les plus belles paroles qu'on peut chanter, c'est les évocations d'Allah. Toutes les du'as du quotidien, tu vois. Je me suis dit, non. Mes enfants, ils vont chanter, mais ils chanteront les invocations. Et voilà, ils grandissent avec ça, et c'est ce que je veux laisser dans l'esprit de ces adultes-là. Que l'évocation d'Allah, c'est tout le temps, constamment, constant. Tu peux pas casser le lien, couper le câble d'Allah. Ouais. C'est pas que pendant les prières. C'est diminuer en fait la beauté de notre religion et l'amour qu'Allah a mis justement et le cadeau qu'il nous a donné de pouvoir penser à lui et l'évoquer à chaque moment. Et les du'as, c'est constant en fait. Tu n'as pas besoin d'un truc, tu te sens mal, tu as un petit sentiment dans ton cœur. Elles sont là. Tu n'as même pas besoin de faire tes ablutions ou quoi que ce soit. Parle-lui, tu parles à Allah et ça y est. Donc voilà. Merci d'incarner ta mission, ta vision, parce que vraiment... Pour moi, tu transformes des vies, au-delà des enfants, même les femmes. Franchement, moi, tu m'inspires beaucoup dans ta spiritualité, dans ta connexion avec le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a vraiment confié un don, une très belle amana, et je pense que tu la mets au service de la Oumma de la meilleure des façons. Pour terminer cet épisode, j'aimerais te poser une question qu'un précédent invité a posée.
Donc, ce que je vais faire aussi après, c'est de te demander de poser une question en ne sachant pas qui sera le prochain invité et cet invité-là devrait y répondre. Ah, ok, sympa. Donc, le précédent invité a demandé quand est-ce que c'est que tu as fait quelque chose pour la première fois et qu'est-ce que c'était? La dernière fois que j'ai fait une chose pour la première fois, c'est mon ascension. Et le camp de base de l'Everest, c'était ma première fois, ma première grande fois là, de 15 jours dans la nature à me dépasser. J'ai fait du cheval au-dessus des montagnes. Ça, c'était incroyable. Ça, franchement, c'était la plus belle expérience de ma vie. Du cheval au-dessus des montagnes de l'Himalaya. Là, en termes de tawakkul, c'est bon, t'as tout touché. Parce que le cheval, il pouvait glisser, tu tombes au-dessus de la falaise. C'était incroyable. Donc, ouais, c'est oser faire du cheval au-dessus de la montagne, c'était incroyable. Et quelle question tu aimerais du coup poser S'il y avait une chose que tu pouvais avoir maintenant, là, dans ton entrepreneuriat, un besoin, et l'acquérir aujourd'hui, ce serait quoi? Ok, super. Voilà. Bah, écoute, je transmettrai cette question à l'invité mystère. En tout cas, merci. Merci infiniment pour cet épisode. Merci infiniment pour cet échange. Merci à toi. Si tu avais un petit mot de la fin, quel serait ton petit mot de la fin pour conclure cet épisode? Mettre Allah dans sa vie. Il n'y a rien de plus important. S'il y a une chose avec laquelle il faudrait partir de cet épisode, c'est comprendre que Allah, il est le socle central en fait de ton entrepreneuriat, de ta vie, et de ne pas le mettre en second plan. C'est vraiment la chose qui débloquera tes peurs, tes craintes, ton risque, toutes ces choses-là, elles tournent autour de ça. Et si ce point-là, du coup, il y a de la poussière, dans ton entrepreneuriat, il y aura de la poussière. Et si ça, il est éclairé et qu'il est au centre de ta vie, même dans l'épreuve la plus difficile, tu seras apaisée, tu seras sereine. Donc voilà. Allah, et n'oublions pas qu'on est des femmes. Et vraiment, prendre soin de sa féminité, c'est très important. Parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais on y laisse des plumes. Et il faut apprendre à entreprendre au féminin. C'est très important. Merci pour cette belle leçon. Merci à toi. Barakallahu fiki. Wa fiki.